Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je voulais bien entendu d'abord vous présenter tous mes vœux pour l'an 9 2019 en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes, du moins meilleures que moi qui en ai profité pour tomber malade et j'en suis pas tout à fait remise, donc là d'où une voix un peu voilée. J'espère que je vais tenir jusqu'à la fin du cours sans trop tousser. Alors, la dernière fois, à la fin de l'an passé, nous nous sommes lancés dans le grand saut, pas seulement vers la nouvelle année, mais le grand saut vers le grand autre, qu'est le saut de la traduction. Et je rappelle que la question centrale à notre propos est de savoir comment il se fait que cette Chine des Han, qui était pourtant déjà constituée en empire fortement centralisé et en centralité fortement civilisatrice, comment cette Chine a pu s'intéresser au point d'accepter de se décentrer à des formes de pensée aussi autres, avec des cadres intellectuels, culturels et linguistiques aussi différents que celles qui lui sont parvenues de l'autre côté de l'Himalaya dans les premiers siècles de notre ère. Et plus particulièrement, la question est comment il se fait que, pour la toute première fois dans l'histoire de la civilisation chinoise, on a éprouvé le besoin de traduire des langues autres que chinoises, c'est-à-dire de reconnaître qu'on peut exprimer un discours de sagesse dans une langue autre que le chinois. Et j'ajouterais par-dessus le marché de traduire des langues aussi différentes du chinois. Jan Nathieu, cette sinologue américaine dont je citais la dernière fois l'important ouvrage de 2008 qui s'intitule A Guide to the Earliest Chinese Buddhist Translations, un guide aux premières traductions chinoises bouddhiques, dit ceci dans un chapitre introductif. Je lis d'abord en anglais, d'une part pour respecter sa formulation, et d'autre part parce que, comme vous vous en êtes peut-être rendu compte, nos cours du Collège de France ne sont plus traduits dans aucune langue, justement, y compris l'anglais. Et donc, là, je tiens à citer les auteurs anglophones, évidemment suivis d'une traduction dans le texte. Alors, elle dit ceci: As translations, the texts with which we are concerned are based on literary sources produced outside China, sources that were foreign to their East Asian recipients in a number of ways. They were foreign linguistically, of course, since they were composed in a non-Chinese language, or rather languages, whose Indo-European grammar and phonological repertoire were radically different from that of Chinese. They were also foreign religiously. Countless studies have examined the gap between Chinese and Indian understandings of everything, from the nature of ultimate reality to the virtues to be cultivated in everyday life. But these incoming scriptures were also foreign in cultural terms, such elements as social hierarchy, customs concerning marriage and the family, and even the varieties of food and drink, all differed from those known in China. Donc je traduis. En tant que traduction, les textes qui nous concernent sont
fondées sur des sources littéraires produites en dehors de Chine, sources qui étaient étrangères à leurs destinataires d'Asie orientale d'un certain nombre de manières. Elles étaient étrangères du point de vue linguistique, bien sûr, puisqu'elles étaient composées dans une langue non chinoise, ou plutôt des langues non chinoises, dont la grammaire indo-européenne et le répertoire phonologique étaient radicalement différents du chinois. Elles étaient également étrangères d'un point de vue religieux. On ne compte plus les études qui ont examiné le fossé entre les compréhensions chinoises et indiennes de tout, de la nature de la réalité ultime jusqu'aux vertus à cultiver dans la vie de tous les jours. Mais ces écritures venues d'ailleurs étaient également étrangères en termes culturels. Des éléments comme la hiérarchie sociale, les coutumes concernant le mariage et la famille, et même les variétés de nourriture et de breuvages différaient tous de ceux qui étaient connus en Chine. Donc, il me semble que Jan Nathieu a toutes les raisons de souligner les différences radicales qu'il y a entre les univers civilisationnels que sont le monde indien et le monde chinois, que tout semble séparé, à commencer par le rôle diamétralement opposé assigné à l'oral et à l'écrit dans ces deux mondes. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, en nous référant aux travaux de grands indianistes français comme Charles Malamud et Gérard Fussman, la culture brahmanique de l'Inde ancienne est fondée sur la mémorisation, la récitation et la transmission exclusivement orale. Alors oral, donc à la fois OR et AUR, c'est-à-dire à la fois une transmission, si j'ose dire, par la voix, par la bouche, et la réception par l'oreille. Donc cette transmission exclusivement orale des Védas, et du coup la pratique de l'écriture, considérée comme une basse besogne, se trouve dévolue à des scribes dont la pointe griffue du calame et la noirceur de l'encre évoquent le monde sombre de Yama, qui préside au monde des morts et qui établit donc un lien entre la pratique de l'écriture et la mort, le monde de la mort, ce qui a amené Charles Malamud à intituler l'un de ses articles importants « Noirceur de l'écriture ». Alors, quant à Gérard Fussman, dans son cours, ici même au Collège de France, durant l'année 2003-2004, il souligne lui aussi la primauté de l'oralité dans la transmission des sources en Inde, laquelle explique, comme nous l'avons vu la dernière fois, que les moines bouddhistes chinois, à commencer par Fa Xian au IVe siècle, qui ont fait toute la route jusqu'en Inde pour y trouver des textes écrits, en fait, ont eu un mal fou à en trouver. En effet, pour ces moines bouddhistes, mais formés dans la tradition scolastique chinoise, tout enseignement de maître, et a fortiori tout enseignement considéré comme sacré, se transmet nécessairement dans des sources écrites, d'où la frustration bien compréhensible de notre brave Fa Xian dans sa quête
de textes en Inde. Nous avions vu la dernière fois cet extrait de son Fuoguoji, donc c'est ce récit concernant donc les pays bouddhiques, à la section 113, où on nous dit, et là je vous rappelle donc les passages importants que j'ai surlignés en rouge sur la diapositive. Fa Xian, à l'origine, était en quête de textes sur la discipline, ce qu'on appelle donc en sanskrit le Vinaya, qui fait partie de la triple corbeille. Donc c'est la première corbeille concernant la discipline monastique. Mais tous les pays au nord de Tianzhu, c'est-à-dire donc de ce monde indien, se transmettaient ces textes, Kouchuan, Shi Kouchuan, donc se transmettaient les textes d'un maître à l'autre, Wu Ben Ke donc, et il n'y avait pas de texte pen écrit qu'on pouvait recopier. Et un peu plus bas, on nous redit la même chose, donc Yi Jie Shi Shi Kou Xiang Chuan Shou Bu Shu Zhi Yu Wen Zi. Donc ces maîtres se transmettaient ces traditions textuelles oralement, Kou Xiang Chuan Shou, et ne les mettaient pas par écrit, Bu Shu Zhi Yu Wen Zi. Et du coup, notre brave Fa Xian, et c'est la dernière ligne en bas de la diapositive, Gu Fa Xian zhu ci 3 nian, xue fan shu fan yu xie lu. Du coup, notre Fa Xian n'a pas d'autre solution que de rester là, donc au nord de Tianzhu, pendant 3 ans, où il apprend le fan shu, c'est-à-dire les écritures fan. Et nous allons voir plus en détail un peu plus tard ce que recouvre cette notion de fan, mais on peut traduire pour l'instant les écritures donc indiennes. Fan yu, il apprit aussi les langues indiennes et passa son temps, ces 3 années, donc à xie lu, c'est à recopier donc tous les textes concernant le Vinaya qu'il a pu trouver. Or, comme le souligne Gerhard Fussmann, et je le cite, l'enseignement originel du Bouddha était oral. Antérieur d'au moins 100 ans à l'utilisation de l'écriture en Inde gangétique, il ne fut pas fixé par écrit avant le 1er siècle avant notre ère. Alors, quand on sait que le Bouddha a vécu au 6e, 5e siècle, ça laisse quand même une marge assez longue. Les différences entre les différentes recensions des textes tiennent à la fois à cette longue, environ 3 siècles, période de transmission orale et au fait que même une fois consignés par écrit, les textes furent rarement transmis ne varietur. L'enseignement du Bouddha fut dès l'origine mal mémorisé. Alors ça, c'est, je pense, le propre enfin, de tous les enseignements des grands maîtres de spiritualité, que vous preniez donc le Bouddha en l'occurrence, ou que vous preniez Confucius, que vous preniez Socrate, que vous preniez le Christ. On peut dire que l'enseignement a été dès l'origine mal mémorisé. La multiplicité des variations dialectales que les philologues repèrent dans les textes jugés les plus anciens, le fait que le sens littéral de certaines expressions techniques du Vinaya, donc cette discipline monastique qui intéressait particulièrement Fa Xian, donc très tôt ne fut plus compris, montre que chacun répétait les paroles du maître dans son propre langage, ou peut-être plutôt et aussi que dans ses pérégrinations, le maître utilisait dans ses discours une langue à chaque fois légèrement différente, proche du dialecte local. Parce que pour ces maîtres, l'important,
Enfin, ça tombe sous le sens, mais enfin, l'important, c'était de se faire comprendre. Par conséquent, quand ces maîtres se déplaçaient d'une région à l'autre, ils s'astreignaient en fait à essayer de parler donc le dialecte local pour être sûr d'être compris. L'analyse textuelle des textes montre que selon les recensions, l'ordre des épisodes et pour les textes versifiés celui des vers varie parfois considérablement, ce qui plaide contre l'idée d'une fixation ancienne. La mémorisation des textes védiques avait doté l'Inde de techniques de mémorisation que les bouddhistes ont utilisées. Comme dans les écoles védiques, les individus se spécialisaient, donc soit dans le Sutradhara ou dans le Vinayadhara, c'est-à-dire on se spécialisait soit dans la mémorisation des sutras, c'est-à-dire donc les textes sacrés, ou dans la mémorisation des textes concernant la discipline monastique, et les élèves entretenaient avec leur maître une relation très étroite. L'apprentissage était d'abord une mémorisation utilisant des techniques croisées. Alors on récitait dans l'ordre inverse, etc. La forme des textes, en particulier l'utilisation de formes récurrentes, était faite pour favoriser la mémorisation. Mais la forme, et en particulier la forme linguistique des discours du Bouddha, ne fut jamais sacralisée. La parole du Bouddha n'était pas utilisée comme mantra, c'est-à-dire invalide si prononcée fautivement. Le sens comptait plus que la forme, ce qui explique les très nombreuses variantes textuelles que révèle la comparaison des diverses versions des textes dits canoniques. La transmission orale signifie que, comme dans la tradition védique, fort peu de moines pouvaient maîtriser la totalité des paroles attribuées au Bouddha. Il fallait en effet que le maître d'abord les prononce et les fasse répéter jusqu'à ce que l'élève ait mémorisé la leçon, alors seulement expliquée. Même des prodiges sont censés mettre des mois à réciter un texte. Oui, enfin, on le conçoit assez aisément quand on voit la longueur des textes en question. Or, si les brahmanes commençaient très tôt, dès l'âge de 7 ans, l'apprentissage du Veda, l'instruction des moines, en théorie, débutait seulement lorsqu'ils avaient pris la première ordination, c'est-à-dire normalement vers 15 ans. Et là, Gerhard Fussmann ajoute entre parenthèses, en fait, il y avait des shramanera plus jeunes, des shramanera, c'est-à-dire des moines ordonnés. Fort peu de maîtres connaissaient donc la totalité des 3 corbeilles. Donc, je rappelle, le Tripitaka, c'est d'abord le Vinaya, cette discipline monastique. Ensuite, vous avez les sutras, c'est-à-dire les textes sacrés attribués donc à la parole du Bouddha. Et la 3e corbeille, c'est l'Abhidharma, c'est-à-dire donc l'ensemble des commentaires. Alors, ce qui compte, en fait, poursuit Gerhard Fussmann, plus que la lettre, l'intégrité et l'intégralité des textes, c'est l'esprit de l'enseignement du Bouddha. C'est ainsi que les premiers bouddhistes à être allés en Chine n'ont pas cherché à y introduire le canon, ni même des textes canoniques, mais des manuels d'enseignement ou des textes faciles à comprendre et mémoriser. Et les sutras, alors là, Gerhard Fussmann ajoute une information d'importance, c'est que, en fait, l'introduction du Mahayana, c'est-à-dire le bouddhisme du grand véhicule, celui qui s'ouvre donc sur le monde beaucoup plus que le Hinayana, qui est le petit véhicule et qui propose une voie beaucoup plus restreinte. Donc, les sutras du Mahayana, c'est-à-dire ceux qui ont été le plus retenus en Chine, introduisent en fait une nouvelle manière de considérer les textes. Pour la première fois, on voit apparaître la recommandation de les écrire et de les faire écrire, ce qui a considérablement contribué au développement des bibliothèques monastiques. Et Gregory Chopin, qui est un bouddhologue américain et que Gerhard Fussmann a invité à faire une conférence au Collège de France, a ainsi pu parler d'un véritable culte du livre tout à fait étranger au Hinayana.
donc au bouddhisme du petit véhicule plus ancien. La copie du sutra n'est pas considérée comme une aide à la compréhension du texte et à sa diffusion. Donc, fin de cette longue citation de Gerhard Fussmann, mais qui, me semble-t-il, nous permet de bien contextualiser les choses. Alors, vous voyez que ces tensions entre pratique orale et écrite se retrouvent dans ce que j'ai appelé le grand saut de la traduction, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, commence dans le saut de l'oral à l'écrit et se poursuit seulement dans un second temps dans le saut d'une langue à une autre, ou en l'occurrence de différentes langues au pluriel à une autre langue qu'est le chinois. En effet, quand nous parlons aujourd'hui de traduction, il nous vient spontanément à l'esprit que c'est l'activité propre à une personne qui maîtrise deux langues différentes et qui est capable d'assurer la transposition de l'une à l'autre. Or, ce qu'on appelle traduction des textes bouddhiques est en réalité un processus éminemment plus complexe et aléatoire. Alors, dans ces grandes lignes, je simplifie beaucoup, mais le processus passait par plusieurs étapes. D'abord, un maître originaire de l'Inde ou d'Asie centrale récitait un sutra ou tout autre texte qu'il connaissait par cœur. Et ensuite, donc, un assistant chinois qui avait quelques rudiments de la langue de ce maître rendait oralement le sens général de son propos. C'est ce qu'on appelle le processus de Chuanyan, que vous avez en haut de la diapositive, c'est-à-dire littéralement transmettre les paroles, ou Crowchuan, que nous avons vu dans le texte de Faxian, transmettre oralement. Alors, cette transposition orale du sens général d'une langue indienne vers le chinois était soit assurée par un assistant chinois, comme je viens de le dire, ou bien quelquefois, si ce maître originaire d'Asie centrale ou du monde indien était capable de s'exprimer de façon assez sommaire en chinois, il pouvait le faire lui-même. Et ce sens général était ensuite noté par écrit par des scribes. Et là, c'est ce qu'on appelle le processus du piishou, c'est-à-dire littéralement recevoir par le pinceau. Et ensuite, ce qui, dans bien des cas, devait ressembler de près ou de loin à du charabia, était réécrit en un chinois à peu près acceptable, mais évidemment avec tous les contresens qu'on imagine. Et certains lettrés chinois, mais pas parmi les moindres, par exemple le poète Xie Lingyun, au IVe, Ve siècle, a été justement très proche des cercles bouddhiques et a été l'un de ces réécriveurs, si j'ose dire, en chinois acceptable pour les élites chinoises. Alors, il semble qu'il fallait en passer par là, par ce processus extrêmement compliqué, car c'est un fait avéré et qui est resté de façon étonnante une réalité dans l'histoire du bouddhisme chinois. C'est un fait qu'il y a eu très peu de moines vraiment capables de lire des langues indiennes, des moines chinois capables de lire des langues indiennes. Et parmi les rares cas figure notoirement le grand Xuanzang au VIIe siècle, mais avant lui, on trouve par exemple
l'un des personnages identifiés comme traducteur dont nous avons parlé il y a peu de temps. J'ai nommé Zhi Qian, que vous avez ici sur la diapositive, qui a été actif aux environs de 222-252. Nous sommes donc vraiment tout de suite après la chute des Han. Et ce Zhi Qian porte l'ethnonyme Zhi, puisqu'il est né dans une famille d'origine Yuezhi, bien qu'il soit né en Chine et d'une certaine façon qu'il soit chinois à la deuxième génération. C'est son grand-père donc, qui a immigré en Chine. Et vous avez une biographie de ce Zhi Qian dans cette compilation qui s'intitule le Chu Sanzang Jiji, c'est-à-dire donc un recueil de notes sur la Chu, ça peut vouloir dire la publication ou la traduction, on peut dire la sortie, très littéralement, du Tripitaka, des trois corbeilles bouddhiques. C'est une compilation dont on suppose qu'elle s'est achevée aux alentours de 515, au début du VIe siècle, et elle est due au moine Senyo, qui a vécu entre 445 et 518. Alors, je vous ai reproduit ici l'intégralité donc, de cette biographie que nous n'allons pas lire en entier parce que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai surligné en rouge, où on vous dit donc Zhi Qian zi Gongming, yi Ming Yue, Da Yue zhi ren ye. Alors, Zhi Qian, ça commence comme une biographie tout à fait classique d'un lettré chinois. On vous donne son état civil, en quelque sorte, appellation Gongming, nom personnel Yue, et on vous donne son origine. C'était un homme des Da Yuezhi, des grands Yuezhi. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, lui était né en Chine. Alors, Shisan Xue Hu Shu, Bei Tong Liu Guoyu. Donc, à 13 ans, il se mit à étudier les shu, c'est-à-dire les écrits hu, autrement dit dans des langues de l'ouest à l'ouest de la Chine. Nous allons revenir justement sur cette notion de hu, et maîtrisait les langues de 6 pays. Autrement dit, Zhi Qian très doué en langue. Yue, alors donc l'autre phrase qui nous intéresse ici intervient donc dans la dernière partie du texte. Yue, yi da jiao sui xing, jing duo hu wen, mo you jie zhe, ji shan hua rong zhi yu, nai shou ji zhong ben, yi wei han yan. Alors, Yue voyait que bien que le grand enseignement, Da Jiao, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, bien que cet enseignement fût littéralement xing, fit son chemin, fut pratiqué en Chine, les textes étaient pour beaucoup écrits en hu, c'est-à-dire que personne en Chine ne comprenait. Étant donné que ce Zhi Qian excellait aussi bien dans la langue hua, la langue hua, c'est donc la langue de la civilisation chinoise, que dans la langue rong. Alors vous vous rappelez peut-être que rong, c'est une dénomination de ce que les Chinois considéraient comme les barbares de l'Ouest. Donc il excellait aussi bien en chinois que dans ces langues de l'Ouest. Il entreprit de recueillir bon nombre de ces textes et de les traduire en langue Han, Hanyan, c'est-à-dire en chinois.
Alors, c'est intéressant de constater que cette dernière phrase que je viens de lire se retrouve presque littéralement, avec une exception notoire que j'ai surlignée en bleu, dans une autre compilation intitulée le Kaosen Zhuan, c'est-à-dire donc les biographies des moines éminents, qui est une compilation à peu près contemporaine du Chusanzang Jiji dont nous venons de parler, puisqu'on l'assigne aux alentours de 530, et elle est due donc à ce moine Huijiao, donc qui a vécu entre 497 et 554. Et dans ces biographies des moines éminents, dans la toute première section consacrée au Yi Jing, c'est-à-dire aux traducteurs de textes, vous trouvez quelques indications concernant ce Zhi Qian dans une biographie d'un autre personnage important de cette époque, à savoir Krang Sen Hui, qui a vécu aux alentours de 247 à 280. Et cette phrase, je l'ai reproduite au bas de la diapositive, et elle vous dit ceci, donc Qian yi da jiao sui xing, jing duo fan wen, wei jin fan yi, yi miao shan fang yan, nai shouji zhongben, yi wei hanyu. Alors, Qian voyait que bien que le grand enseignement, toujours celui du Bouddha, fût pratiqué, les textes pour beaucoup écrits en fan, donc ici vous avez fan wen au lieu de hu dans le premier texte, écrits en fan, étaient loin d'être tous traduits. Et étant, si je traduis littéralement, merveilleusement bon en langue locale, ce Zhi Qian entreprit de recueillir bon nombre de ces textes et de les traduire en hanyu, donc en langue han. Alors, c'est amusant de constater que, encore actuellement, quand vous vous échinez à apprendre le chinois, vous apprenez le hanyu. Alors, vous remarquerez donc, en comparant ces deux phrases, en jouant au jeu des 7 erreurs, que le mot hu de la première phrase, dans le premier texte, est remplacé par le mot fan dans la seconde. Ça, c'est la différence majeure qu'il y a entre ces deux phrases. Alors, cette substitution, qui va devenir assez systématique par la suite, a donné lieu à un certain nombre d'hypothèses et de controverses, notamment celle qui a eu lieu par le truchement d'un périodique d'études bouddhistes. Alors, ce périodique s'appelle le Journal of the International Association of Buddhist Studies, donc c'est le journal de l'Association internationale d'études bouddhistes. Et dans ce périodique, vous trouvez d'abord un article d'un certain Yang Jidong qui s'intitule Replacing Hu with Fan, A Change in the Chinese Perception of Buddhism During the Medieval Period. Donc, je traduis, remplacer Hu par Fan. Un changement dans la perception chinoise du bouddhisme dans la période, pendant la période médiévale. C'est un article que l'on trouve au numéro 21, au volume 21.1 de ce périodique et qui date de 1998. Et vous voyez sur la diapositive que peu de temps après, 2 ans après, vous avez une suite
à cet article, ou plutôt une réplique à cet article, par Daniel Boucher. Alors, malgré son nom qui sonne français, en fait, c'est un bouddhologue américain, qui revient sur la question avec un autre article intitulé On Hu and Fan Again, The Transmission of Barbarian, entre guillemets, manuscripts to China. Donc, à propos de Hu et Fan de nouveau, la transmission de manuscrits barbares, barbares mis entre guillemets, en Chine. Et c'est donc un article du volume 23, 1 de ce périodique et qui date de l'an 2000. Alors, si on commence par l'article de Yang Jidong, ce spécialiste part de la constatation surprenante selon lui que les moines chinois des 2e au 6e siècle mentionnent les textes bouddhiques provenant d'Inde ou d'Asie centrale, ainsi que les langues dans lesquelles ces textes sont rédigés. Il les qualifie de Hu. Et Yang Jidong ajoute que ce mot est généralement traduit en anglais par barbarian, barbare. Alors, comme nous l'avons vu à maintes reprises en lisant des sources datant des Han, ce mot Hu désigne de manière générique et le plus souvent, en tout cas dans les sources Han, j'insiste, le plus souvent peu flatteuse, il désigne les peuples nomades au nord et à l'ouest de l'espace Han. Donc si vous regardez un peu la façon dont intervient ce mot Hu dans ces sources Han, vous trouvez par exemple des expressions qui associent Hu avec les noms de peuplades considérés comme barbares. Alors vous avez les Qianghu, vous avez les Huyi, les Hudi, et vous avez même les Hugo, les chiens Hu. Alors là, on peut difficilement faire plus désagréable. Et les Hu, dans le vocabulaire Han, désignent donc toutes ces peuplades du Grand Ouest, à commencer par les Xiongnu, dont nous avons beaucoup parlé, vous vous en souvenez peut-être, et ces Xiongnu qui n'arrêtaient pas de rendre la vie impossible donc aux Han. Donc les Xiongnu étaient vraiment, enfin on pourrait dire la peste noire enfin pour les Han, parce qu'ils n'arrêtaient pas enfin de lancer des incursions donc en territoire Han. Or, toujours selon Yang Jidong, à partir de la période Sui Tang, c'est-à-dire des 6e, 7e siècles de l'ère chrétienne, ce mot Hu disparaît subitement de la littérature bouddhique. Et quand on en arrive aux périodes bien plus tardives des Yuan et des Ming, c'est-à-dire la période mongole et la période des Ming, c'est-à-dire nous sommes au 14e, 16e siècle, ce caractère Hu se trouve systématiquement éliminé des sources anciennes et remplacé par Fan, par les moines qui s'occupent de rééditer le Tripitaka chinois, les 3 corbeilles bouddhiques. Alors, Fan est en effet un mot qui n'apparaît que dans le contexte des premières traductions des textes bouddhiques. Vous ne le trouvez pas dans les anciens dictionnaires comme le Arya ou le Shouwenjiezi. Alors, il s'agirait du premier caractère de la translittération chinoise du mot, du nom sanskrit Brahma, qui est, selon la légende indienne, l'inventeur de l'écriture brahmi, dont nous allons reparler à l'instant. Et là, je cite Yang Jidong dans ses propres termes, donc en anglais. Even Buddhist monks themselves could not help but use Hu to refer to the languages and sutras
in which Buddhism was brought from the West. As a special term applied in the period of division, Hu always had a very strong racist sense and signified something uncivilized and inherently contradictory to Chinese culture. By contrast, the term Fan has much less ethnological significance. The shift from Hu to Fan in the late 6th and early 7th centuries, therefore, can be seen to some degree as a sign of the accomplishment of the domestication of Buddhism in China. By using Fan to designate whatever was related with Buddhism, the Chinese were more at ease to accept Indian thought as a part of their own culture. Donc je traduis. Alors, même les moines bouddhistes eux-mêmes, c'est-à-dire les moines chinois, ne pouvaient pas faire autrement que d'utiliser le mot Hu pour se référer aux langues et aux sutras dans lesquels le bouddhisme fut introduit à partir de l'Ouest. Et en tant qu'un terme spécial qu'on utilisait pendant la période de division, alors là, Yang Jitong fait référence à la période de division qui a suivi donc la chute des Han, donc au IIIe, IVe siècle, Hu avait toujours un sens très fortement raciste et signifiait quelque chose de non civilisé et d'intrinsèquement contradictoire par rapport à la culture chinoise. Et par contraste, le terme fan a une signification beaucoup moins ethnique. Et le passage de Hu à fan pendant les 6e, 7e et le début du 7e siècle, par conséquent, peut être vu d'une certaine manière comme le signe de l'achèvement de l'acculturation du bouddhisme en Chine. Et en utilisant le mot fan pour désigner tout ce qui était lié au bouddhisme, les Chinois étaient plus à l'aise pour accepter donc la pensée indienne comme faisant partie intrinsèque de leur propre culture. Alors, vous avez ici donc la thèse qui est exposée par Yang Jitong dans ce premier article, et Daniel Boucher intervient 2 ans plus tard pour prendre objecter justement à cette thèse. Parce que, en gros, pour lui, c'est la thèse qu'il défend dans son article, en réalité, cette distinction entre Hu et Fan n'aurait rien, selon lui, de racial, enfin de raciste ou d'ethnique. Parce que, pour lui, Hu et Fan sont à distinguer plutôt comme 2 sortes différentes d'écriture indienne. Donc, en anglais, Daniel Boucher utilise le terme Indic. Alors, en français, je ne sais pas si on peut dire indique, mais c'est pour indiquer qu'il s'agit non pas de textes indiens, mais de textes en langue venant du monde indien. Et sa thèse à lui, c'est que donc Fan correspond effectivement donc à quelque chose qui a à voir avec Brahma, comme on a vu, et doit être rattaché donc à cette écriture brahmi, qui est l'une des principales écritures de l'Inde du Nord à partir au moins du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Autrement dit, on peut supposer que la consignation par écrit
de l'enseignement du Bouddha. Les premières consignations par écrit de l'enseignement du Bouddha dont nous parlait Gérard Fussman tout à l'heure, cette consignation a pu se faire notamment dans ces écritures brahmi. Alors, pour ce qui est de Hu, Daniel Boucher défend la thèse selon laquelle ça ne veut pas dire une écriture barbare, mais ça désignerait une autre écriture que le brahmi, à savoir le Kharosti. Alors je demanderai aux sanskritistes d'excuser l'absence de signes diacritiques que je n'ai pas sur mon ordinateur. Donc voilà donc la thèse principale donc, de Daniel Boucher. Donc nous aurions entre Hu et Fan non pas une distinction ethnique, mais simplement la distinction entre deux formes différentes d'écriture venant d'Inde du Nord, autrement dit venant du pays du Bouddha. Alors là, je vous montre rapidement quelques échantillons de ces écritures, donc ici en Kharosti, ici aussi. Donc vous voyez que déjà visuellement, ça se présente de manière très différente du chinois, puisque ça s'écrit à l'horizontale, et d'autre part, le support est très différent également. Ici, vous avez un manuscrit donc, sur écorce de bouleau, et non pas sur donc, lamelles de bambou ou bien sur papier ou sur soie. Alors, donc je cite ici Daniel Boucher, là également dans le texte en anglais, The switch from Hu to Fan in the Sui Tang period as discussed by Yang Jidong, donc, then may not be so much a reflection of et là il cite Yang Jidong, the key role played by Central Asia and its languages in the early stage of the eastward spread of Buddhism, which was overshadowed by India and Sanskrit during the later periods. Fin de la citation de Yang Jidong. Rather, continue Daniel Boucher, if my findings prove to be correct, it may more simply be that the discontinuation of Hu, that is Kharosti, and the more systematic use of Fan, that is Brahmi, reflects the fact that the Kharosti script became largely obsolete by the 5th century, being superseded by Brahmi in North India and Central Asia. Thus, by the Tang period, 7th to 10th centuries, it is likely that when Chinese Buddhists saw Indian manuscripts or dealt with foreign missionaries who worked with them, these texts were almost exclusively written in a version of Brahmi script. Donc je traduis. Alors le passage de Hu à Fan dans la période Sui Tang, telle qu'elle est présentée par Yang Jidong, peut n'être pas tant le reflet, et là il cite Yang Jidong, le reflet du rôle central joué par les langues, joué par l'Asie centrale et ses langues dans le premier stade de l'expansion du bouddhisme vers l'Est, qui aurait été ensuite supplanté par l'Inde et le sanskrit dans les périodes ultérieures. Donc fin de la citation de Yang Jidong, et Daniel Boucher poursuit en disant « Il me semble que plutôt, si mes trouvailles, mes découvertes s'avèrent correctes, il se peut beaucoup plus simplement que la discontinuation, la fin de l'usage de Hu, c'est-à-dire de l'écriture Kharosti, et l'utilisation plus systématique de Fan, c'est-à-dire du Brahmi, reflète le fait que
l'écriture kharosthi est devenue largement obsolète au 5e siècle, à partir du 5e siècle, et qu'elle a été remplacée par l'écriture brahmi dans le nord de l'Inde et l'Asie centrale. Et ainsi, arrivé à l'époque Trang, c'est-à-dire au 7e, 10e siècle, il est probable que lorsque les bouddhistes chinois voyaient les manuscrits indiens ou avaient affaire avec des missionnaires étrangers qui travaillaient avec ces manuscrits, ces textes étaient presque exclusivement écrits dans une version en brahmi. Et le remplacement, je continue un petit peu sur le propos de Daniel Boucher ici, donc le remplacement de Hu par Fan pendant la période Trang pourrait simplement donc suggérer que les savants chinois de l'époque médiévale voyaient le terme Hu comme un petit peu trop imprécis par rapport justement à la connaissance qu'ils avaient des textes indiens et qui n'étaient pas nécessairement, donc, n'avaient pas une connotation raciale. Et là, je terminerai aujourd'hui donc en citant la conclusion de Daniel Boucher, parce que vous allez me dire mais que nous importent enfin toutes ces querelles enfin de philologues, hein. C'est que pour Daniel Boucher, il y va justement de la conception chinoise de l'autre. Yang Jitong reproduit d'une certaine façon en fait la position traditionnelle des lettrés chinois, hein, en disant que ces lettrés ne peuvent pas supporter donc le contact avec une autre civilisation et par conséquent traitent l'autre d'une manière ethnique, hein, et très méprisante, alors que Daniel Boucher arrive à une conclusion tout autre. Il dit ceci: I hope to have shown here that any simple equation of Hu and barbarian is inadequate on multiple grounds. First, Hu appears to have been used with the technical sense of Kharosthi script in records on Indian sources texts underlying early Chinese translations. Secondly, Hu, when referring to scripts, languages, and texts, is not used in any overtly derogatory manner, neither by the critics of Buddhism nor by Buddhist exegetes themselves. On the contrary, what we find with regard to one of the most prominent of early medieval Buddhist intellectuals is a serious attempt to fathom the nature of Hu languages, albeit with only partial success. If to be barbarian is to stutter and therefore to be unintelligible, to have no real language, then it is clear that at least some Chinese took Buddhism and its languages as not only meaningful, but elevated, civilized, and even divinely inspired. We would do these ancient linguists a severe disservice to normalize the bitter rhetoric of the Confucian and Taoist opponents of Buddhism, those most frequently responsible for changes of barbarism. Chinese attitudes toward foreigners were never simple in any period. Political and more often economic interests frequently dictated the fluctuations between attraction, tolerance, and persecution of foreigners and foreign faiths. But by the Tang period, Buddhism had made deep and indelible impressions not only on the Chinese religious milieu, but on native understandings of their own literary and linguistic heritage. And it was these first tentative engagements with Indic scripts, languages and texts that made much of this impact possible. Bien, donc je voulais vous citer in extenso cette conclusion de Daniel Boucher. Je ne vais pas la traduire en entier. Disons le gros de son argument, c'est que on aurait tort de penser que les Chinois sont tous des racistes qui rejettent absolument tout ce qui est autre. Bien au contraire,
non seulement les textes bouddhistes chinois étaient pris très au sérieux par ces bouddhistes chinois, même ceux déjà de la fin de l'époque Han. Et nous allons voir la prochaine fois que ces bouddhistes prenaient également très au sérieux donc ces langues qui leur étaient totalement étrangères, mais ils ont fait un effort qui me paraît vraiment d'un intérêt majeur pour justement arriver à comprendre comment ces langues fonctionnent, même si ils ont bien compris que ces langues et ces écritures fonctionnent d'une manière totalement différente du chinois, et ça leur a permis justement de prendre conscience justement de certaines spécificités de la langue et de l'écriture chinoise. Donc nous verrons cela la semaine prochaine, si le Bouddha me prête vie et me prête une voix. Merci beaucoup.